This iHeartRadio station is brought to you by Vitamin Water. Well, we got a minute. I'm gonna buy that truck I've been wanting. Wait, don't you need like weeks to shop for a car? I don't. Carvana makes it super convenient to find exactly what I want. Hold up. You're buying a car on your phone? Isn't that more of a laptop thing? You can shop wherever you want. I like to do my research, read reviews, compare models. Plus, Carvana has thousands of options. How'd you decide on that truck? Because I like it. Oh, that is a great reason. Go to Carvana.com to sell your car the convenient way. Bienvenue à vous qui avez décidé de nous écouter et de prendre part à ce nouveau voyage de l'esprit. Pour nous narrer l'histoire de l'univers, vous pourrez compter sur la verve de Willy Brahami, un ami, physicien, ancien prof, pilote, conférencier, musicien, bref, un touche-à-tout cosmique et de ses années d'expérience de vulgarisateur pour vous emmener au-delà des possibles grâce à l'imaginaire. Alors prenez place et bon voyage dans Poussière d'étoiles. Bonjour Maxence, bonjour tout le monde, ceux qui sont là. Aujourd'hui, nous allons continuer notre voyage au-delà du système solaire. Alors, rappelez-vous un peu, je vous ai présenté un petit peu notre étoile et puis les toutes petites poussières qui tournaient autour, les premières planètes telluriques, toutes petites et infimes, et puis les grosses planètes, ce sont des planètes gazeuses. Voilà, on en était là et on commençait même à sortir un tout petit peu du système solaire, donc je vous rappelle. Donc là, nous allons sortir, nous sommes déjà un peu sortis, nous avons même dépassé la ceinture de Kuiper et un peu plus loin le nuage de Oort. Le nuage de Oort qui était une énorme zone autour du système solaire à une année-lumière aux alentours. Voilà, nous allons continuer notre voyage au-delà de notre système solaire. Rappelez-vous, le nombre d'étoiles dans le ciel est très largement supérieur au nombre de grains de sable qui existent sur notre planète. Donc, nous allons aborder aujourd'hui le sujet des étoiles. Alors, on a parlé un peu de notre Soleil, donc voilà, on va continuer. On va essayer de suivre les premiers vaisseaux spatiaux qui viennent à peine de sortir du système solaire. Pionnier, Voyageur 1 et Voyageur 2, qui au bout de 40 ans à peine arrivent aux frontières du système solaire et se précipitent vers l'espace, on va dire, interstellaire entre les étoiles. Cet espace relativement vide. Bon, nos vaisseaux spatiaux font quelques dizaines de kilomètres par seconde. Je vous rappelle que ces vaisseaux arriveront voir nos voisines d'ici plusieurs dizaines de milliers d'années, à la vitesse époustouflante de plusieurs dizaines de kilomètres par seconde. Donc, l'espace est particulièrement vide. Et pour aller voir notre voisine, il nous faudrait un certain temps. Nous allons rêver, nous allons imaginer que nous allons y arriver extrêmement rapidement. Voilà, on fonce. Et le premier groupe d'étoiles s'appelle le Centaure. Il y a Alpha, Beta et Gamma du Centaure. Proxima du Centaure, Alpha et Beta plutôt. C'est un système triple. Ce sont des petites étoiles. Il faut essayer d'imaginer. Il existe sans aucun doute des planètes autour de certaines de ces étoiles. Donc imaginez, rêvez, différents cieux, 3 levées de soleil, 3 couchers de soleil dans un balai de 3 étoiles tournant autour de votre planète si vous y habitez, supposant que ce soit vivable. Donc les étoiles, en fait, il y en a de toutes sortes. En fait, nous faisons partie d'un groupe d'étoiles de 300 milliards d'autres étoiles que le Soleil. Et ce groupe d'étoiles, ça s'appelle une galaxie. On verra plus tard pour les galaxies. Pour l'instant, on va rester dans notre galaxie. Et dans cette galaxie où il y a 300 milliards d'étoiles, c'est à peu près l'équivalent d'une piscine olympique remplie de sable. Chaque grain de sable étant simplement une étoile. Donc voilà, des milliards et des milliards d'étoiles. Alors on pourrait s'imaginer qu'elles sont différentes, qu'elles sont inclassables. Bien si elles sont relativement classables. Les étoiles ont une histoire relativement simple, avec des lois parfaitement élaborées. Il existe des étoiles de plusieurs sortes. Alors, on a catégorisé ces étoiles en leur donnant des lettres. O, B, A, F, G, K, M. En fait, pour s'en rappeler, c'est O, Be a fine girl, kiss me. Voilà, 7 catégories d'étoiles, et chaque sorte d'étoile a quand même des petites composantes différentes. Alors,
les étoiles O sont les plus chaudes et les étoiles M sont les plus froides. Simplement, on peut les catégoriser par leur chaleur, leur température de surface et leur composition. Alors, au niveau des tailles, il existe des soleils qui font à peine 10 km de diamètre par rapport aux 150 millions de kilomètres de notre soleil. Ce sont des étoiles bien particulières, celles-ci. On en reparlera un petit peu. Mais d'une manière générale, une étoile, disons, dans le courant de sa vie, peut être d'un centième de la masse d'un soleil jusqu'à une centaine de masses solaires, avec des tailles plus ou moins grandes. Mais bon, pour vous donner une idée, notre soleil, c'est tout simplement une étoile naine, jaune. Il existe des étoiles que l'on appelle des super géantes, bleues ou rouges. Je vous donne pas les tailles, aucune importance dans la mesure où certaines de ces étoiles sont des milliers de fois plus grosses que notre soleil. Voilà, un peu en gros, une sorte de catégorie d'étoiles. Bien sûr, ce qui nous intéresse, nous, c'est notre place dans cette histoire. Évidemment, si la vie peut être possible ailleurs, sur une planète ailleurs, dans d'autres étoiles, il faudrait que les conditions soient relativement bien réunies. Il est évident que entre le trop chaud et le trop froid, la chimie de la complexification des choses, de ce Lego extraordinaire qui font que tous ces atomes se collent entre eux, entre guillemets, pour fabriquer des structures extrêmement complexes comme une rose ou alors comme un être humain, il faut des conditions parfaitement définies. Pour vous donner encore un petit exemple, imaginez les températures dans notre univers vont de l'ordre de moins 270 degrés jusqu'à plusieurs centaines de milliards de degrés. Et pourtant, quand on regarde sur Terre, les températures vont d'à peu près moins 50 degrés jusqu'à plus 100 degrés. C'est une fourchette extrêmement infime et cette fourchette est parfaitement bien calibrée pour que la chimie, c'est-à-dire l'assemblage des atomes, puisse se faire dans des conditions stables pendant de longues périodes. Où sur Terre, la vie existe, disons que la complexité de la vie existe depuis plus de 3 milliards d'années, et ce qui est sans doute un des plus gros miracles de l'histoire de l'univers, c'est que ça ait duré aussi longtemps, en espérant que ça dure encore un peu. Donc voilà, on va revenir aux étoiles. Ces étoiles, elles naissent et elles meurent. Alors, la naissance des étoiles, ça ressemble un petit peu à ce que j'avais dit par rapport à la naissance du Soleil. Un immense nuage interstellaire, un nuage extrêmement dilué, fait de très grande partie d'une immense majorité d'atomes d'hydrogène et d'hélium, et puis de quelques traces d'autres atomes. Voilà, une petite turbulence, et le nuage s'effondre. Certaines zones du nuage s'effondrent sur lui-même, et en s'effondrant sous sa propre gravité, ce gaz se met à chauffer et à avoir une pression extrêmement grande. La température atteignant des millions de degrés, et là, automatiquement, les atomes d'hydrogène se collent entre eux pour fabriquer d'autres atomes, d'hélium, puis plus tard d'oxygène, d'azote, etc. Et donc, la pression due à la chaleur de ce gaz compense parfaitement la gravité, c'est-à-dire l'effondrement du nuage. Et l'étoile naît. Cette étoile, tout au long de sa vie, va continuer tranquillement à élaborer d'autres atomes par des réactions nucléaires, des réactions de fusion. Et lorsque les réactions de fusion nucléaire se forment, il y a un dégagement de chaleur suffisant pour maintenir l'ensemble d'une façon relativement stable. Et cette étoile va disperser dans son environnement de la chaleur et de l'énergie. Et avec un peu de chance, cette énergie et cette chaleur sera suffisante pour que, éventuellement, si sur certaines des planètes, une chimie biotique, c'est-à-dire une chimie de plus complexe, puisse apparaître. Donc on peut dire que vraiment notre Soleil, ou le Soleil, c'est un distributeur d'énergie et il est évident qu'on pourrait l'appeler papa. Grâce à lui, nous vivons. Bon, que se passe-t-il après? Alors, lorsqu'il n'y a plus suffisamment d'hydrogène pour fusionner, pour se transformer en hélium, eh bien, il va y avoir une instabilité, un déséquilibre à l'intérieur de l'étoile. Alors, cette étoile reste relativement stable pendant quelques milliers ou millions ou milliards d'années, et au bout d'un moment, la gravité n'est plus suffisante, la pression va l'emporter et l'étoile va grossir. Et à l'intérieur de ce qui restera, le reste continuera à fusionner pour fabriquer d'autres noyaux un peu plus lourds, plus complexes. Mais en attendant, que se passe-t-il lorsque l'étoile enfle? C'est un peu ce qui va se passer pour la mort banale de notre Soleil. L'étoile va enfler tellement, ça va s'appeler une nébuleuse planétaire, et l'enveloppe gazeuse va se diluer dans l'espace,
Et pour vous donner une idée, eh bien, le moment venu, lorsque le Soleil commencera à décliner dans son âge, eh bien, ces couches extérieures engloberont pratiquement toutes les planètes telluriques du système solaire. Donc, on sera dedans. Mais ça fera longtemps que on aura prévu tout ça, c'est-à-dire que dès qu'on verra que les océans commenceront à bouillir et que toute la vie disparaîtra peu à peu, avec un peu de chance, si l'intelligence de l'être humain le permet, nous aurons peut-être trouvé une solution pour nous éloigner de ce marasme catastrophique. Enfin voilà, ceci est une mort parfaitement banale d'une étoile. Que va-t-il se passer pour le reste de cette étoile? Eh bien, en son cœur, lorsque les fusions de noyaux plus lourds continueront à fabriquer des atomes de plus en plus lourds, eh bien, il restera au cœur de cette petite étoile ce qu'on appellera une naine blanche qui peu à peu refroidira et puis deviendra une naine brune. Ça, c'est une sorte de mort d'étoile pour une grande majorité des étoiles qui composent notre galaxie. Par contre, il existe des morts beaucoup plus violentes, beaucoup plus dévastatrices, mais quand même qui jouent un rôle extrêmement important pour l'élaboration du complexe dans l'univers. Alors, certaines étoiles très lourdes vont être telles que, rappelez-vous, la gravité dans un sens et la pression du gaz dans l'autre sens, tout ça s'équilibrant. Et là, à un moment donné, dans certaines de ces étoiles, la gravité sera beaucoup plus importante que la pression du gaz, ce qui fait que l'étoile s'effondrera sur elle-même. Alors, elle pourra s'effondrer, devenir de plus en plus petite, son rayon devenant de plus en plus petit, à tel point que, à un moment donné, la pression sera tellement immense que les protons et les électrons se combineront pour former, entre guillemets, d'une façon relativement simpliste, des neutrons. On aura ce qu'on appellera une étoile à neutrons. Pendant ce temps, toute l'immense gaz qui est autour de cette étoile se répandra dans le vide interstellaire avec une puissance et une violence inouïes. Alors, la mort d'une étoile de cette manière-là, on appellera ça une supernova. Et ce qui restera en son centre, on appellera ça une étoile à neutrons. Alors, pour l'étoile à neutrons, étant donné qu'elle s'effondre sur elle-même, elle va tourner extrêmement vite, plusieurs milliers de tours par seconde. On les repère parce qu'elles sont capables d'envoyer des ondes radio avec une parfaite synchronicité et une parfaite période, ce qui fait qu'on les repère facilement comme ça. Alors, donc, ce qui reste du gaz qui a explosé, et ça se passe en un temps extrêmement bref à l'échelle de l'astronomie, ça se passe en quelques secondes, voire quelques semaines, quelques jours. L'éclatement de cette étoile en forme de supernova peut envoyer autant d'énergie qu'une galaxie entière en quelques jours. Et cette supernova, pendant cette explosion, les noyaux lourds qui ont été synthétisés au sein de cette étoile, eh bien, vont se répandre dans l'espace interstellaire. Et en se répandant dans l'espace interstellaire, ces noyaux extrêmement lourds, jusqu'à l'uranium, vont pouvoir ensemencer des nuages existants, ce qui fait que la génération suivante d'étoiles qui va naître, de la même manière qu'au début, c'est-à-dire une petite turbulence à l'intérieur de ce gaz, sauf que ce gaz sera enrichi par des éléments de plus en plus lourds, tel l'uranium, tel l'or, tel le plomb, etc., etc. Et la génération suivante sera un peu plus élaborée, donc au niveau de l'évolution des choses. Chaque génération, un petit peu comme l'humanité, chaque génération est toujours un peu plus complexe que la précédente. Et donc, c'est un peu ce qui s'est passé pour la naissance de notre Soleil, lorsque le nuage, disons qu'une partie du nuage interstellaire s'est effondré, il était déjà enrichi par la mort d'autres étoiles qui avaient synthétisé en leur sein quasiment tous les atomes et tous les noyaux présents. Ce qui fait que, bien sûr, vous commencez à comprendre pourquoi cette série s'appelle Poussière d'étoiles, comme l'avait délicieusement dit Hubert Reeves, nous sommes faits de poussière d'étoiles. C'est-à-dire chaque atome composant notre corps, même s'il a participé avant notre histoire, notre corps, à d'autres histoires, eh bien, chaque partie de notre corps a été synthétisée dans des étoiles qui sont mortes depuis plusieurs milliers d'années ou millions d'années. Ce qui fait que on pourra toujours dire éventuellement que lorsque le Soleil, notre Soleil disparaîtra, eh bien, tout sera redistribué dans l'espace interstellaire environnant et chaque petite partie de notre corps, chaque petite particule qui a visité notre corps, peut-être reprendra une histoire, retournera dans une autre histoire. Ce qui fait que
non seulement nous sommes des poussières d'étoiles, mais quelque part nous sommes éternels. C'est quand même une super bonne. Voilà en relativement condensé. Il existe d'autres sortes de morts d'étoiles. On a parlé de naines brunes. On a parlé de morts de supernovas, d'étoiles à neutrons en leur centre. Il existe la plus grosse et la plus dramatique et la plus époustouflante et la plus intrigante des morts d'étoiles. Certaines de ces étoiles ont une masse et une structure telles que la gravité l'emportera en permanence. C'est-à-dire que plus aucune pression ne pourra contrecarrer la gravité submergente, ce qui fait que l'étoile s'effondrera jusqu'à ce qu'elle ait un rayon nul. Je dis bien un rayon nul. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire un rayon nul? En fait, vous avez tous compris que ce genre de mort, c'est ce qu'on appelle le trou noir. Alors le trou noir, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une espèce de corps qui est tellement dense et qui a une gravité tellement gigantesque que même la lumière ne peut pas sortir. Pour vous donner un exemple, imaginons sur la Terre, voilà, il y a la gravité de la Terre, très, disons, vivable. Si je jette un caillou dans le ciel avec une vitesse faible, eh ben, il va retomber. Si je jette un caillou dans le ciel avec une vitesse de 7 km par seconde, un peu plus de 7 km par seconde, eh bien, ce caillou va pouvoir tourner autour de la Terre. Si je jette un caillou jusqu'à une vitesse de 11 km par seconde, je ne suis pas capable de le faire, les fusées sont capables, mais bon bras non. Eh bien, l'objet partira carrément, s'échappera de la gravité terrestre. Mais on est à quelques kilomètres par seconde. Et notre planète est suffisamment petite et sa gravité faible. Imaginons donc un corps céleste qui a une gravité telle que pour arriver à la vitesse de libération, elle soit de l'ordre de 300 000 km par seconde. Eh bien, même la lumière qui va à 300 000 km par seconde ne pourra pas sortir. Donc, ce qui fait que on appelle ça un trou noir. Alors, noir parce que plus aucune lumière ne sortira de là, et trou parce que c'est extrêmement difficile d'imaginer quelque chose qui s'effondre pour arriver dans un rayon nul. Le trou noir, il existe différentes sortes. Certaines grosses étoiles se transforment en trous noirs, disons classiques. Il existerait, à la naissance de l'univers, on verra ça plus tard, des mini trous noirs. Et il existe des trous noirs géants. Alors par exemple, au centre de notre galaxie, dans la constellation du Sagittaire, lorsqu'on pointe nos télescopes dans cette direction-là, on s'aperçoit que beaucoup d'étoiles tournent autour d'un espèce de centre, mais qui est parfaitement invisible. Et grâce aux lois de Kepler, on est capable de mesurer, disons, au moins la masse de cet objet invisible qui fait tourner des étoiles autour de lui. On arrive à des millions et des millions de masses solaires. C'est ce qu'on appellerait un trou noir géant. Mais géant par la masse, et non pas géant par la taille. C'est extrêmement difficile d'imaginer quelque chose qui arrive à un rayon nul. Les physiciens et astrophysiciens ont appelé ça une singularité. C'est-à-dire un endroit où la physique, disons l'image qui peut sortir d'explications physiques des choses, dépasse l'entendement, c'est-à-dire l'infini. Quelque chose qui tend vers zéro et qui tend vers l'infini. À la limite, mathématiquement, c'est acceptable, mais physiquement, c'est un problème, un grave problème. Voilà, en relativement descriptif, une sorte d'étoile qui existe dans notre galaxie, qui s'appelle la Voie lactée, que l'on voit très bien en ce moment en été. Cette immense bande que l'on voit dans le ciel, eh bien on la voit parce que c'est une bande qui ressemble à un disque, et nous on est dans un bras de ce disque, et en regardant vers le centre, on voit cette bande se dessiner dans le ciel. Et maintenant, au-delà, que se passe-t-il? Eh bien, il se passe que c'est encore plus vite. Dès qu'on sort de notre galaxie, eh bien, on s'aperçoit que l'espace intergalactique est encore plus vide que l'espace interstellaire. Alors, qu'est-ce que j'appelle par vide? Ben, vide, essayez d'imaginer, allez, prenez un espace quelconque, une chambre, eh bien, vous aurez juste quelques atomes dedans. Voilà, on appelle ça un espace relativement vide. Les plus grands vides qu'on arrive à faire sur Terre sont très loin du vide intergalactique. Alors pourquoi intergalactique? Simplement parce que au-delà de notre galaxie, il existe d'autres galaxies. Notre voisine s'appelle la galaxie d'Andromède. Elle est visible à l'œil nu ou avec des petites jumelles en hiver.
On la voit très bien, c'est joli, ça ressemble à un petit nuage, une nébuleuse. On appelait ça des nébuleuses avant. Parce qu'on ne savait pas encore si c'était dans notre environnement immédiat ou alors bien au-delà de notre galaxie. Et puis après, qu'y a-t-il? Ah bah oui, il y a 2 petites galaxies qui nous tournent autour. C'est le petit nuage et le grand nuage de Magellan. Mais alors petites, suffisamment petites pour contenir quand même quelques dizaines de millions d'étoiles, comparé des 300 milliards chez nous. Puis au-delà, d'autres galaxies, puis d'autres galaxies. Tout ça séparé par des distances phénoménales. C'est-à-dire que notre galaxie et la galaxie d'Andromède voisine, distance 2 millions d'années-lumière. 2 millions d'années-lumière. La lumière met 2 millions d'années pour nous parvenir. Quand vous regarderez Andromède avec vos jumelles ou avec vos yeux, vous verrez Andromède telle qu'elle était il y a 2 millions d'années. Donc, surprise, plus je regarde le ciel, plus je m'aperçois que je regarde le passé. Le passé proche, je regarde mon étoile voisine, Proxima du Centaure, c'était telle qu'elle était il y a à peine 4 ans. Si elle explose ou si elle meurt, je ne le saurai que dans 4 ans. Là, maintenant, je suis beaucoup plus loin. La galaxie d'Andromède, 2 millions d'années-lumière. Je la vois telle qu'elle était il y a 2 millions d'années. Alors, anecdote par rapport à Andromède, eh bien, elle est, bon, bien sûr, vous imaginez les forces de gravité entre toutes ces galaxies qui fait que toutes ces choses-là s'attirent ou se repoussent, ou ont des mouvements par rapport à différents repères. Eh bien, la galaxie d'Andromède, eh bien, on va lui rentrer dedans dans relativement longtemps. Mais bon, vous avez vu que l'espace était tellement vaste que la probabilité pour que les choses se touchent sera relativement faible. Donc il n'y a pas à s'inquiéter pour vous, ni pour vos descendants jusqu'à la 50 millième génération. Voilà. Et au-delà, que se passe-t-il? Eh bien, on s'aperçoit que finalement, nous, la galaxie d'Andromède et la nôtre, la Voie lactée et les petites galaxies, les petits nuages et le grand nuage de Magellan, avec d'autres galaxies, forment un petit amas local. Puis, cet amas local d'une dizaine, peut-être une vingtaine de galaxies, tout ça séparé par toujours des distances de millions d'années-lumière, font partie de notre groupe qui contient des milliers, des dizaines de milliers d'autres galaxies, qu'on appelle le super amas local. Alors, on pourrait aller se dire, mais là, il y a des galaxies, des amas de galaxies, des super amas de galaxies, existe-t-il des super amas de galaxies, etc., etc. Bon, on va s'arrêter là parce que ça ne sert pas à grand chose. Vous pouvez peut-être commencer à comprendre la folie de chaque galaxie contenant des milliards d'étoiles, puis il existe des milliards de galaxies. Donc, quand je disais qu'il y a beaucoup plus d'étoiles dans le ciel que de grains de sable, peut-être vous arriverez, peut-être difficilement, mais à l'admettre. Voilà, nous avons, depuis le début de ces 4 premiers épisodes, nous avons un petit peu décrit une sorte d'instantané du contenant et du contenu de l'univers. Alors, bien sûr, prochains épisodes, nous allons essayer déjà de comprendre comment on sait tout ça, alors que nous sommes si petits sur une planète si petite, autour d'une étoile si petite, perdue dans une galaxie banale. Comment nous pouvons connaître tout ça? Et de quelle manière notre pensée et notre raisonnement depuis plusieurs milliers d'années, depuis les Grecs, nous ont permis d'essayer de comprendre avec finesse et justesse, dans une certaine mesure bien sûr, notre univers tel qu'il est actuellement. Voilà. Ce voyage vous a plu? Alors n'hésitez pas à partager ce podcast et à en parler autour de vous. Et puis, si ça vous a vraiment plu, laissez une review, un commentaire, ça nous fera, à moi et à Willy, très très plaisir. En attendant le prochain épisode, vous pouvez aller voir tous les autres podcasts de Replay Media et vous verrez, on y apprend plein d'autres choses. Vous pouvez aussi suivre Replay Media sur les réseaux sociaux pour être au courant de l'actualité et de la sortie de chaque émission. On a hâte de vous retrouver dans un mois pour un prochain épisode de Poussière d'étoiles. This iHeartRadio station is brought to you by Vitamin Water.